L'excision, une mutilation, mais aussi un traumatisme psychologique. On en parle tout de suite avec mes invités. Avec moi sur le plateau, le docteur Arnaud Seven. Alors vous êtes médecin sexologue à la Maison des femmes de l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis. Le docteur Sarah Abramovitz, vous êtes chirurgienne, vous êtes gynécologue aussi, vous êtes spécialisée dans la réparation des femmes victimes de mutilations sexuelles et vous êtes aussi à l'hôpital de Montreuil André Grégoire, excusez-moi j'en bafouille, où vous avez créé une unité de prise en charge des femmes mutilées. Et puis aussi Madame Dia Riatou, oui, voilà, hein, j'avais du mal avec votre nom. Vous êtes présidente de l'association Excision, parlons-en, et vous êtes aussi auteur d'un ouvrage qui s'appelle « On m'a volé mon enfance », qui raconte le vécu d'une fillette excisée. On va commencer avec vous. Alors, l'excision, on rappelle ce que c'est, hein, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'excision. Qu'est-ce que c'est ? L'excision, c'est une cri qu'on pousse ces jours-là, qu'on ne peut jamais oublier. C'est un traumatisme qui nous suit toute notre vie en tant que jeune fille, mais aussi en tant que femme plus tard. C'est un traumatisme à vie. C'est un traumatisme à vie. Et physiquement, c'est on coupe le clitoris, hein, c'est ça? C'est ça. En fait, ça dépend où c'est pratiqué et comment c'est fait. Bien souvent, on enlève les clitoris dans certains pays. D'autres, ils enlèvent les clitoris et les petites lèvres. Et dans d'autres pays, on fait l'infibulation. Donc, il y a 4 types de l'excision dans la pratique. D'accord. Le but de ces traditions, c'est quoi? Le but de cette tradition, c'est de dire qu'on va conserver la fille jusqu'à son mariage. C'est-à-dire que c'est une première étape pour les petites filles. Après l'excision, on sait c'est le mariage. Donc souvent, c'est pour qu'elles soient vierges, pour qu'elles soient fidèles à leur mari aussi, parce que souvent, ces femmes-là, elles sont dans la polygamie, elles vivent avec des hommes qui ont plusieurs femmes. Donc c'est à la fois pour continuer cette coutume, cette tradition qui pense que c'est une héritage qu'il faut à tout prix conserver, mais d'autre part, c'est pour que les petites filles soient contrôlées sexuellement. Dans quelle région du monde ça se pratique? Quand on pense excision, on pense principalement à l'Afrique, mais ce n'est pas que l'Afrique. Hein. Ce n'est pas que l'Afrique, c'est pratiqué dans 29 pays dans le monde. Donc ça, on peut être en Agile, ça peut être en Indonésie, ça peut être en Égypte, on n'en parle pas assez, ça peut être au Somalie, ça peut être au Soudan, ça peut être aussi en Colombie, dans des pays où on n'imagine même pas. On n'imagine pas. Donc l'excision en chiffres, hein, pour fixer les esprits, qu'est-ce que c'est à peu près? En fait, le chiffre souvent qu'on donne, c'est que chaque minute, il y a 6 fillettes qui sont excisées dans le monde. Ça veut dire qu'en France, il y a 60 000 de femmes qui vivent de l'excision. Et dans le monde, ça représente des millions de femmes qui vivent de l'excision. Alors bien sûr, ça se fait dans des conditions traditionnelles, hein, donc l'hygiène n'est pas toujours au rendez-vous. Il y a des morts de l'excision, il faut le dire. Hein. Oui, il y a certaines fillettes qui meurent de l'excision parce qu'elles vident leur sang. Donc il y a l'hémorragie, il y a les infections aussi qu'on attrape pendant ce moment-là parce que parfois c'est fait avec des couteaux, parfois c'est fait avec des lames, parfois c'est fait à l'hôpital. Donc c'est Alors ça, quand on a préparé l'émission, on m'avait dit ça. On m'avait dit dans certains pays c'est fait à l'hôpital. Alors moi ça m'a étonné ça, la caution hospitalière d'une tradition comme ça. Vous, en tant que médecin, ça doit vous interpeller quand même. C'est terrible, c'est surtout en Égypte où la plupart des excisions sont faites à l'hôpital. Et du coup, ça veut dire que, alors le côté, au moins il y a l'hygiène et l'anesthésie, mais de l'autre côté, ça veut dire que les médecins sont d'accord avec ça et c'est une tradition qui se perpétue parce qu'en plus, le corps médical la perpétue. Et pour arrêter des traditions comme ça, si le corps médical la perpétue, c'est catastrophique. Bien sûr. C'est souvent à l'occasion des vacances, en fait, que ça se passe. Hein. Oui, souvent, comme avec notre association Excision Parlons-en, là, on est au 3e année de notre campagne Alerte à Excision. Alerte excision, donc souvent c'est quand les parents ils partent en vacances, malgré leur degré. Pourquoi? Parce que souvent ici en France, ils ont arrivé à les protéger avec la PMI, tout ça qui est contrôlé jusqu'à l'âge de 6 ans, l'âge de 7 ans. Du coup, ils retournent au pays, parfois malgré leur volonté. Ça peut être une tante, une cousine, une grand-mère, pensant vouloir en faire, excise les filles. Et donc aujourd'hui, notre prévention aussi, ça va à cette direction-là, à cette famille, en les disant qu'il est le moment d'arrêter l'excision parce que de tout ce qu'on a évoqué depuis tout à l'heure, les traumatismes à vie, les complications, pendant l'accouchement, mais aussi les problématiques pendant les rapports sexuels pour certaines femmes. Allez-y, oui. C'est important de préciser qu'effectivement, ça représente 200 millions de femmes dans le monde, mais que ce n'est pas nécessairement lié au pays ni à la religion, que c'est beaucoup plus en fait lié à l'ethnie ou même à des régions. Et donc ça peut être transfrontalier, toucher certains pays, mais certains endroits du pays et pas d'autres.
voilà, cette diversité-là est à prendre en compte et que ce n'est absolument pas quelque chose de religieux en soi. On trouve des chrétiens qui sont excisés, on trouve des chrétiennes qui sont excisées, on trouve des musulmanes qui sont excisées. Toutes les religions sont touchées. Docteur Abramovitz, on a parlé de l'excision, on a parlé aussi de l'infibulation tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que c'est l'excision? Qu'est-ce que c'est l'infibulation? Est-ce qu'il y a des femmes qui sont à la fois excisées et infibulées? Je crois qu'on va voir quelques photos en support. On va voir d'abord une photo de l'excision. Alors l'excision, c'est quand on enlève le prépuce du clitoris ou le clitoris et les petites lèvres. C'est ce qui est beaucoup pratiqué en Afrique de l'Ouest. L'infibulation, c'est quand on recoue les petites lèvres ensemble. Alors ça c'est l'excision, c'est un type 2. L'infibulation, c'est ça, c'est-à-dire qu'on recoue les petites lèvres avec ou sans couper le clitoris en dessous. Ça se fait plus en Afrique de l'Est. Et en Afrique de l'Est, on coupe quand même beaucoup le clitoris en dessous. Donc il y a vraiment les deux qui sont faits. En Égypte, c'est des excisions pharaoniques, donc c'est des infibulations. Et là, on retrouve plus souvent le clitoris en dessous qui n'a pas été coupé. Ça dépend des pratiques familiales et ethniques. Il y a des infections avec l'infibulation, l'urine par exemple. L'urine, les règles, tout coule par un trou d'1 millimètre. Ça fait des infections rénales très importantes, puisque du coup il y a un blocage des urines. Ça fait des infections gynécologiques aussi très importantes. Alors, outre la douleur, parce que c'est fait sans anesthésie, derrière c'est ce tissu cicatriciel qui se forme, qui empêche d'avoir des sensations, c'est ça? En fait, comme l'expliquait Madame Ba, c'est fait avec des lames, avec des couteaux, et on met des plantes pour faire cicatriser les filles pour éviter qu'elles saignent. Donc tout ça s'infecte et fait du gros tissu de la cicatrice qui est pas jolie du tout et qui est très épaisse et qui non seulement fait mal parce que c'est des cicatrices douloureuses, mais en plus empêche toute sensation puisque le clitoris est totalement caché derrière cette couche épaisse de cicatrices. Et pourtant, parfois, il y a des femmes excisées qui ont quand même des sensations, elle m'avait dit. Oui, des femmes excisées qui ont des sensations de plaisir tout à fait normales, comme les autres femmes. C'est très important de le souligner. Souvent, elles l'ignorent parce qu'elles n'en ont pas fait l'expérience pour un certain nombre d'entre elles. Mais lorsque le clitoris est situé pas loin derrière en fait, la zone d'excision et que le tissu cicatriciel effectivement n'est pas très important, elles peuvent tout à fait ressentir les sensations comme une autre femme. Alors, vous m'avez dit aussi en préparant l'émission qu'il y avait des complications au moment des accouchements. Oui, pour certaines femmes, c'est-à-dire que de ce que j'ai appris, en tout cas, le corps de la femme reste compliqué pendant l'accouchement. Peut-être que vous pourriez plus préciser là-dessus. Ce qui se passe beaucoup, c'est que comme le tissu est très cicatriciel au niveau vulvaire, il y a des déchirures qui sont importantes, et notamment des déchirures antérieures vers le méa urinaire, et ça fait beaucoup de fistules en fait. Donc la fistule, c'est un trou entre le vagin et les conduits urinaires, et donc après ça fait des femmes qui sont incontinentes et qui sont en général, alors pas en France, mais en Afrique, mis au banc de la société parce que incontinente. Et en fait, tout le périnée est cicatriciel, et donc ça peut faire aussi des fistules anales derrière. La technique réparatrice, elle consiste en quoi? On va voir une photo en fait d'un clitoris réparé après votre intervention. Ça consiste en quoi? La technique réparatrice, elle est assez simple. Il s'agit d'abord d'enlever cette cicatrice épaisse et douloureuse, donc de nettoyer ce clitoris. Et en fait, il faut savoir que le clitoris, il fait 10 cm, c'est aussi grand qu'un pénis, sauf que la plupart du clitoris, la plus grosse partie est à l'intérieur. Oui, c'est la partie visible que vous allez réparer. Et du coup, on va chercher, après avoir nettoyé la cicatrice, on va chercher une partie à l'intérieur qu'on remet en avant et qu'on remet nettoyer. Donc c'est pas une greffe, c'est le clitoris des femmes, juste on est allé chercher ce qui était derrière. Une fois qu'on a réparé physiquement, le problème, il reste de réparer ces femmes moralement, en quelque sorte. Et ça, c'est un peu votre boulot. Alors, comment ça se passe? Alors, mon boulot, c'est aussi de continuer à les réparer physiquement, parce qu'il ne suffit pas d'avoir un clitoris pour savoir s'en servir. Mais il faut savoir s'en servir. Donc, voilà. Et donc, c'est un apprentissage. On sait déjà qu'il y a un certain nombre de femmes non excisées qui n'ont pas de plaisir parce qu'elles ne savent pas finalement comment obtenir une excitation sexuelle. C'est la même chose chez les femmes réparées qui doivent apprendre ensuite à se servir de ce clitoris. Donc, en premier, vous avez une phase d'évaluation. Donc, il y a d'abord une phase d'évaluation avant même une éventuelle intervention, puisque les interventions ne sont pas systématiques. Mais il y a une phase d'évaluation parce que certaines femmes pensent... C'est-à-dire que vous les voyez avant... On les voit déjà. Qu'elles passent dans les mains du docteur Abramovitz, c'est ça? Absolument. Enfin, elles les voient avant pour regarder la réalité de l'excision, parce qu'il y a des femmes qui pensent l'être et qui ne le sont pas. Et ensuite, ensuite, je les vois effectivement. Enfin, dans le même type de parcours. On a tous des parcours à peu près identiques. Et effectivement, il faut savoir si les problèmes
si d'abord elle se plaint de problèmes sexuels, ce qui n'est pas toujours le cas, si ces problèmes sexuels sont imputables ou pas à l'excision, parce qu'on peut avoir un problème conjugal qui entraîne des problèmes sexuels sans que ce soit l'excision qui en soit responsable. Ensuite, si elles peuvent avoir une excitation sexuelle alors même qu'elles sont excisées, puisque ces femmes-là, souvent, ne se sont pas explorées elles-mêmes parce qu'elles pensent ne pas avoir de clitoris, ou alors elles ont une telle honte qui est liée à ça, ou alors elles ont des psychotraumatismes liés à des parcours très difficiles de violence associés souvent chez ces femmes excisées. Et donc, il faut évaluer la possibilité d'avoir une excitation sexuelle. Et si ce n'est pas le cas, et qu'effectivement, sur le plan sexuel, il y a des difficultés qu'elles sont imputables à l'excision, c'est là où la réparation prend toute son importance. Et ensuite, une fois qu'elles l'ont, on va leur donner un certain nombre d'exercices pour leur apprendre à pouvoir utiliser finalement ce nouvel outil qu'elles ont, mais dans le cas d'une sexualité globale, puisque souvent il va falloir revoir la sexualité d'une façon générale, avec des problèmes de rapport d'hommes et femmes, de consentement, de droit au plaisir, etc. Est-ce que vous avez eu la chance, vous, d'avoir cet entourage, ce parcours, ou alors vous êtes débrouillée, vous, toute seule, avec votre excision? Moi, je me suis débrouillée un peu toute seule parce que pour simple raison, j'avais entamé les démarches pour faire la réparation, mais je ne suis pas allée jusqu'au bout. Parce que aussi, c'est toutes des complications, c'est-à-dire que c'est aller à la rencontre de ce qu'on nous a impliqué. Il faut un gros travail sur soi, à la fois psychologiquement, ce qu'on disait tout à l'heure, mais aussi être prête physiquement à retoucher un endroit qu'on nous a déjà fait autant du mal. Bien sûr, bien sûr. Pour conclure cette émission, je pense que ce qu'il faut dire, c'est que il y a du bon dans les traditions, vous me l'avez dit, mais il y a aussi des mauvaises traditions. Vous m'avez dit ça en préparant l'émission. Le message aux femmes excisées, c'est peut-être de ne pas faire subir à leurs filles, au nom de la tradition, ce qu'elles ont elles-mêmes subi. C'est ce que veut dire votre association. Oui. Voilà. Un message aux jeunes filles, attention, c'est bientôt les vacances, c'est bientôt les retours au pays, donc il faut faire particulièrement attention. Il faut dire que le geste réparateur est pris à 100% en charge en France. Donc le problème pécunier ne doit pas être pris en cause. C'est gratuit, il faut y aller et il faut consulter. Je pense qu'on peut dire ça aussi. Et les techniques chirurgicales, aujourd'hui, elles sont au point. Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de complications. Ce n'est pas une grosse chirurgie, c'est des techniques très au point. Mais il faut vraiment, comme l'a dit Dia, que ce soit global et que ce soit pris en charge dans une unité et pas juste un geste technique, parce que ce n'est pas juste un geste technique qui fonctionne. Ça va, vous êtes heureuse aujourd'hui ? Oui, oui. Bien, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Je vous remercie à tous d'être venus sur le plateau. Merci. Docteur Sarah Abramovic, docteur Arnaud Seven. Et merci à vous, Dia, pour votre témoignage. C'était du vécu. Merci, à très bientôt.